Merci. Quelle vision apocalyptique. En même temps, vous avez un média, un pure player, comme on dit, Mediapart, qui se paye, un correspondant à Bruxelles, et donc qui va à contre-courant. Est-ce que vous partagez, Roger Devecq, la noirceur du tableau? Est-ce qu'il y a des médias qui font mieux leur travail que d'autres? Est-ce que la qualité de la couverture médiatique est-ce qu'elle ne varierait pas selon les pays? Il y a des différences entre les médias allemands, les médias français, espagnols. Là, je vous demanderai peut-être, vous qui suivez plus particulièrement les médias hispanophones, espagnols, de me donner votre avis. Le tableau que vous brossez là me semble tout ce qu'il y a de plus déprimant. Je rejoins M. Clau dans son analyse fondamentale, à savoir que, bien entendu, là où l'Europe déçoit, cela est renforcé par ce haut-parleur que sont les médias. En revanche, là où l'Europe remporte des succès, ce n'est pas nécessairement transmis par haut-parleur, avec ce mécanisme que nous connaissons tous, à savoir que les succès sont mis au compte des nations et les défaites au compte de l'Union européenne, et que nombre de médias, qui ne sont pas très critiques en la matière, entrent dans ce jeu parce qu'ils participent de plein pied à la classe politique nationale. Je pense que le problème de la démocratie qui débouche sur un sentiment d'impuissance et des mouvements populistes n'est pas lié à l'intégration européenne. Nous avons le mouvement le plus populiste qui soit aux États-Unis, le Tea Party, qui reflète tout simplement dans le contexte américain aussi les évolutions négatives que prennent nombre de démocraties aux États-Unis. La démocratie s'est transformée parfois en plutocratie. Quand il faut des milliards de dollars pour pouvoir gagner une élection, on s'éloigne de ce qui était en quelque sorte l'idée démocratique. Et le populisme, il est vrai, flatte très exactement ce que flattent aussi les médias à sensation, le boulevard, comme on dit en Allemagne, en Suisse alémanique. Gérer les peurs au lieu de traiter les peurs. Monter en épingle des petites choses et ignorer les grandes. Rendre en quelque sorte cette part de show business à la politique qui vous fait défaut. Les populistes font du show business de la politique. D'une certaine manière, le journalisme de boulevard débouche sur une politique de boulevard qui se renforce mutuellement puisqu'ils font appel aux mêmes instincts. La presse à sensation et les responsables politiques populistes font appel aux mêmes réflexes bien connus de toute une partie du public. Alors, sous la pression commerciale, cela peut créer naturellement un cercle vicieux. Parce que le principe boulevard, le principe sensationnaliste est un principe économique. Quand avec le minimum de moyens, vous voulez atteindre le maximum de public, eh bien vous faites de la sensation, vous faites du boulevard. Et avec les difficultés financières que traversent nombre de maisons d'édition, la tentation du boulevard se renforce. Elle se renforce aussi dans l'Internet où le clic mesure très exactement si un article a été lu ou pas lu. Pour vous donner un exemple, la première fois que j'ai pris conscience de ce phénomène, c'est que quand sur un des sites internet suisses, j'ai lu, à l'époque il était en fonction, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger perd l'un de ses plus importants collaborateurs. Je me dis, et dans le journal imprimé sur papier, c'était le directeur de l'Office fédéral des transports part à la retraite. Voilà en quelque sorte deux façons de présenter la même chose, l'une sensationnaliste et l'autre sobre. Et cet effet s'est renforcé et l'Europe en fait
elle aussi les dépend. Cela dit, il convient de nuancer le propos. Les journaux d'élite ont fait plutôt des progrès, à mon sens. La presse française traverse des grandes difficultés parce qu'elle n'a jamais eu une assise régionale. Il y a une division du travail entre la presse parisienne et puis la presse de province qui va très bien. Mais si vous regardez l'évolution en Allemagne, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Süddeutsche sont à des sommets. Elles ont rarement été d'une qualité telle que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et cela vaut pour nombre de journaux anglo-saxons aussi. Un des meilleurs journaux européens est le International New York Times. Sa une est un kaléidoscope de l'actualité européenne et mondiale, parce qu'elle transgresse précisément les perspectives nationales. Et nous observons que le Financial Times et d'autres aussi restent à une qualité au moins aussi haute, si ce n'est plus haute, qu'ils n'avaient. Donc il y a là une scission entre la presse de masse, qui n'a plus les moyens, en quelque sorte, de véritablement comprendre les choses, et une presse d'élite qui, elle, est restée fidèle à sa mission. Si vous me permettez, juste encore, quels sont les mécanismes qu'il y a là derrière? Nous observons le divorce d'un vieux couple, le couple entre l'information et la publicité. Jadis, la publicité avait besoin d'informations pour trouver son public, les journaux, la radio, la télévision. Aujourd'hui, une part croissante de la publicité trouve son public directement, sans passer par l'intermédiaire de supports d'information. C'est donc que le modèle de financement, vendait du journalisme financé d'une part par ses lecteurs, ses téléspectateurs, ses auditeurs, et d'autre part cofinancé par de la publicité, ne marche plus. Et qu'à partir de là, il y a deux modèles qui ont actuellement un avenir. C'est les journaux d'élite pour une toute petite couche de la population qui prend des décisions d'importance et qui a besoin d'être très bien informée, qui est prête à payer beaucoup plus pour l'information qu'elle ne payait par le passé. Et on voit que certains journaux qui misent sur la qualité, comme The Economist, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine et d'autres, se portent bien. Et puis, il y a d'autre part un principe qui est attaqué, qui est mis en cause de façon idéologique, qui est mis en cause par les maisons d'édition privées, c'est le principe du service public qui dit que là où on veut un journalisme de qualité dans des conditions où on ne peut plus le faire sous des aspects commerciaux pour le public le plus large, eh bien, il faut un financement public. C'est un modèle qui, à mon avis, mais là je fais mon petit spot publicitaire, est tout à fait porteur d'avenir. Et donc il faut en quelque sorte tenir compte. Mais nous pourrons y revenir et nous nous éloignons un petit peu du sujet. Cela dit, il me semble qu'il y a un autre élément auquel j'aimerais faire référence, c'est, par rapport à ce que vous disiez, M. Klaus, c'est la soupape référendaire. La soupape référendaire, elle existe en fait dans le traité, avec la possibilité, qui n'a pas encore été utilisée, de faire quelque chose qui ne ressemble pas exactement à un référendum tel qu'on le connaît en Suisse, mais qui, j'en suis sûr, prendra corps dans les années à venir. Et je pense que ce sera là une des grandes occasions médiatiques de conduire des débats à travers toute l'Europe. J'aimerais poser la question de la dégradation de la couverture médiatique des thématiques européennes à M. Kollowald. Vous avez été journaliste, correspondant du Monde à Strasbourg, porte-parole à la Commission, directeur général de l'information du Parlement européen. Est-ce que vous partagez le tableau apocalyptique fait par M. Klaus sur l'état de la presse, sur l'état de la couverture des affaires européennes? Je le partage partiellement. Mais je voudrais, au fond, rebondir sur votre première phrase que j'ai notée. Avons-nous bien fait notre travail? Avons-nous bien fait notre travail, les médias? Alors, les médias, en clair,
ont-ils des responsabilités dans cette situation qui n'est pas très agréable ni très favorable, puisque nous avons en perspective les élections européennes. Alors, dans cet espace médiatique, quelle est au fond alors cette responsabilité? Et la difficulté, c'est que nous sommes dans une société, c'est une banalité de le dire, où il y a plusieurs crises, dans un monde médiatique qui lui-même est bouleversé par l'arrivée de toutes sortes de moyens nouveaux, technologiques. Et alors, comment participer à cet événement important, aux conséquences graves pour les citoyens que constituent les élections européennes du mois de mai? Alors, moi j'aimerais, puisqu'on a parlé d'un cercle vicieux, j'aimerais au fond donner une réponse plutôt positive, qui serait de faire entrer les médias dans un cercle vertueux. Je m'explique. Cercle vertueux, avec 3 composantes: les citoyens, les médias et les institutions nationales européennes émettrices du message européen, j'espère. Alors, puisque je parle d'un cercle vertueux et que j'ai entendu parler d'un cercle vicieux, cela m'a rappelé un souvenir. C'est une anecdote. Certains d'entre vous connaissent ici, ou ont connu, le professeur Le Prince Ringuet, qui n'était pas seulement un grand physicien, c'était un militant européen, et il venait souvent rue des Bellefeuilles au bureau de la Commission européenne à Paris, que dirigeait François Fontaine, et nous avions à l'époque lancé à travers 7 jours d'Europe, qui était le magazine, un prix qui était un prix européen. Et le professeur Le Prince Ringuet présidait ce jury. Donc cette anecdote, ce n'est pas parce que je l'ai entendue, d'une rumeur quelconque, il nous l'a racontée. Vous vous souvenez, certains d'entre vous, les plus anciens, moi j'avais beaucoup d'estime pour Pierre Desgroppes, qui était un grand journaliste, un grand de la télévision française, Pierre Desgroppes. Il a eu l'idée de confier une chronique, pas européenne, une chronique à ce sage, à ce professeur, à ce physicien, à la télévision française. Et il pouvait parler de tout. Un jour, Pierre Desgroppes raccompagne à l'ascenseur le professeur Le Prince Ringuet, qui n'arrive pas tout de suite à l'ascenseur, et le Prince Ringuet se tourne vers Pierre Desgroppes et lui dit « Finalement, j'apprécie beaucoup, vous permettez cette chronique à la télévision, mais au fond, vous ne faites vraiment pas grand-chose pour l'Europe. » L'ascenseur va arriver, un ange passe. Pierre Desgroppes répond au professeur Le Prince Ringuet: « Monsieur le professeur, l'Europe, c'est emmerdant. » Il était de l'Académie française. Hein. L'Europe, c'est emmerdant. Alors, voilà comment faire entrer dans un cercle vertueux les médias, puisqu'il y a les médias, les citoyens et les institutions. Mais que les médias donnent au fond l'exemple, en commençant par dire « l'Europe c'est emmerdant », mais de se dire « mais au fond, tous les jours il se passe des choses qui concernent les citoyens, tous les jours, mais il faut se donner un peu de mal. Il y a des pépites d'or dans tous les dossiers, puisque le Prince Ringuet l'a dit, je vais le dire aussi, dans tous les dossiers emmerdants de la Commission. C'est technique, très bien, mais le job du journaliste, s'il prend ses responsabilités, c'est mon point de départ, la responsabilité,
c'est que d'une part, il doit permettre aux citoyens de s'intéresser à l'Europe, de lui expliquer pourquoi il est concerné, car il est concerné, de plus en plus concerné, et à un moment donné, les médias et les citoyens, à un moment donné, doivent se tourner vers les institutions en disant « enfin, aidez-nous un petit peu quand même, vous avez des moyens ». C'est ce que j'appelle le cercle vertueux. Et comme nous sommes en train de construire une démocratie européenne, comme toute démocratie, la démocratie européenne a trois ennemis. J'en connaissais deux structurels, c'est l'ignorance et l'indifférence. Pour les élections, il y a un troisième, c'est l'abstention. Alors comment lutter? Et il m'est arrivé de répondre à tel ou tel interlocuteur, oui, mais effectivement, c'est négatif de constater ça. Nous avons des alliés. Sur le long terme, c'est l'école. Dans l'immédiat, ce sont les médias. Ce sont les médias qui doivent être les alliés de cette démocratie en construction. Et lorsque, derrière le mot de responsabilité, ma génération, puis celle de Mounier et quelques autres, c'est le mot d'engagement. Alors, est-ce que, puisqu'il y a quand même dans cette salle 3 générations, et je me réjouis de voir aussi des jeunes, et qu'il y a 1 heure, je ne savais pas que je monterais à cette tribune, mais quand je viens dans un cercle européen, j'ai toujours dans ma besace quelques biscuits. Et comme j'ai connu Robert Schuman et Denis de Rougemont, je voudrais vous livrer juste une phrase de Denis de Rougemont et de Robert Schuman. Denis de Rougemont, et vous savez que mon point de départ, c'est responsabilité et engagement. La décadence d'une société commence quand l'homme se demande « Que va-t-il arriver ?» Au lieu de se demander « Que puis-je faire ?» Denis de Rougemont. Robert Schuman. L'Europe est un problème de génération, c'est au pluriel. Il nous faudra du temps, mais ce qui est préparé par les aînés n'est valable que si les générations nouvelles y apportent leur enthousiasme. Merci. J'aimerais revenir à la qualité du travail des médias sur le sujet de l'Europe. Non, mais en prenant des exemples contemporains, est-ce que les journalistes, Roger, M. Clau, qui avait été journaliste aussi, correspondant plus de 6 ans à Bruxelles, est-ce que les journalistes font du bon boulot? Est-ce qu'ils traitent les affaires européennes de la bonne manière? Vous parlez réduction des effectifs, mais comme je le disais tout à l'heure, Mediapart, qui est un tout petit média, suit les affaires européennes, et ce n'est pas le seul. Certains journalistes font leur travail mieux que d'autres, peut-être parce qu'ils ne restent pas à Bruxelles, justement. Vous me semblez d'un défaitisme assez apocalyptique. Écoutez, je pense que s'il y a une crise grave, il vaut mieux la dire que la nier, parce que si on la nie, elle risque d'empirer. Et en disant cela, je prends le risque, en effet, de paraître apocalyptique, mais si je le fais, ce n'est pas pour dire on ne peut rien faire, c'est pour dire il faut réfléchir et agir. C'est l'esprit dans lequel je me place. Je suis venu à Bruxelles en 1993, comme on dit en Belgique, et je crois qu'en Suisse aussi, et je suis resté comme journaliste jusqu'il y a 8 ans. Et je garde mon appartement et je suis tous les week-ends, donc je reste en contact avec beaucoup d'amis journalistes. Je crois que la dégradation des conditions de travail des journalistes, en général, malgré les succès de Mediapart, est un fait indéniable, aussi bien parce que la rédaction leur demande de faire de plus en plus, avec de moins en moins de moyens, et aussi parce que simplement les rédactions, dans leur immense majorité, réduisent la voilure, y compris d'ailleurs des journaux qui s'en tirent pas trop mal, comme la Süddeutsche Zeitung ou même la FAZ. Et ce qu'évoquait Roger Devecq à juste titre, c'est qu'une certaine des journaux d'élite, qui d'ailleurs communiquent souvent en anglais, s'en tirent mieux que d'autres. C'est évidemment un phénomène à la fois
à la fois existant, mais très inquiétant, parce que si on n'a plus qu'une élite, et puis le service public est lui-même sous pression, qui est bien informé, quid du reste des citoyens? Monsieur Collowald évoquait à juste titre le sujet de l'abstention, qui est un sujet récurrent, évidemment, dans les élections européennes. Alors moi, je dis toujours, vous savez, le président des États-Unis est parfois élu avec la moitié des voix de la moitié de la population, et on ne dit pas qu'il est illégitime, donc il faut raison garder, mais quand même, il y a un problème. À mon avis, le problème est très simple. La plupart des gens qui vont voter aux élections, même législatives, sauf dans des systèmes d'une grande majorité démocratique comme la Suisse, ils ne vont pas tellement voter pour un parlementaire. Ils vont voter pour ou contre le gouvernement, et en réalité pour ou contre le chef de l'exécutif. Et ils savent qu'en votant pour M. Dupont ou Mme Duval, leur député, il y a toutes les chances pour que le président de la République, non, mais le président du Conseil ou le Premier ministre, le chancelier, selon l'appellation en vigueur dans les pays respectifs, va ou bien rester en place ou changer. Et c'est ça, autant que toute autre considération, qui fait que les gens vont voter. Keep them in or throw them out. Et ce n'est pas seulement du spectacle. C'est aussi le sentiment qu'on peut choisir, non pas seulement un camp politique, mais un certain type de politique. Or, il me semble que ce qui se passe en Europe, et c'est grave, à mon avis, ce n'est pas apocalyptique, mais je pense que c'est grave, c'est qu'un nombre croissant de citoyens ont l'impression qu'il y a des décisions qui sortent de quelque part, qui sont majeures, et on l'a vu à travers la gestion de cette grave crise de l'euro, qui était aussi une crise de l'organisation du pouvoir économique en Europe. Et puis, il y a une troïka, n'est-ce pas, qui prend des décisions capitales, qui est faite un peu du FMI, un peu de la Commission, un peu de la Banque Centrale Européenne, qui n'a d'ailleurs aucun fondement juridique, qui est une chose ad hoc, qui va s'immiscer de manière très forte dans les décisions nationales d'un pays, évidemment d'un pays qui a besoin d'argent, qui a besoin de garanties, qui a besoin de soutien. Il y a un Conseil européen, qui d'ailleurs est protéiforme, parce qu'il est à la fois un peu législatif, et puis il est un peu exécutif, et puis est-ce qu'il décide à la majorité ou est-ce qu'il décide à l'unanimité? Et parfois, il devient quelque chose de politique, puisqu'il choisit, jusqu'ici, un commissaire qui reflète la majorité politique dans ses rangs, mais en même temps, c'est un conseil qui s'appelle européen, mais qui est en réalité la réunion des leaders nationaux, qui prend des décisions existentielles, et d'une importance d'ailleurs majeure. Et s'il se trompe, l'euro pourrait s'effondrer, auquel les citoyens, majoritairement, c'est un bonheur, sont attachés. Donc, les gens ne comprennent pas quel est cet aréopage. Il y a une commission européenne. Demandez aux gens si c'est un organe technocratique, bureaucratique, politique. Les commissaires européens s'affirment hommes ou femmes politiques, mettent en principe leur appartenance politique, au sens de parti politique, en veilleuse, mais sont évidemment choisis en fonction de la majorité politique qui siège dans leur pays d'origine. Comment voulez-vous que les citoyens s'y retrouvent? La plupart des gens, je sais bien, ne comprennent pas, surtout dans les systèmes un peu complexes comme la République fédérale allemande, je suis allemand, quelle est exactement l'organisation des pouvoirs dans leur pays. Mais enfin, ils savent que grosso modo, il y a un gouvernement, grosso modo, il y a un parlement, et puis grosso modo, il y a un pouvoir législatif. N'est-ce pas? Montesquieu fonctionne. En Europe, vous ne vous y retrouvez pas. Andrew Duff, un député britannique du Parlement européen, qui est, à mon avis, un des meilleurs penseurs sur l'Europe, réduit la question à un phénomène très simple. Il n'y a pas de gouvernement en Europe. Alors, c'est peut-être une forme très très moderne d'organisation du pouvoir. Mais l'Europe est gouvernée sans gouvernement identifiable. La puissance du gouvernement, la puissance exécutive est éparpillée entre la Commission, entre le Conseil, entre les États membres, et finalement, il n'y a pas de gouvernement identifiable. Donc il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a aucune institution qui incarne des décisions politiques pour ou contre lesquelles on puisse voter. Et ce n'est pas seulement, dirais-je, une question de spectacle. Ce n'est pas seulement une question de presse de boulevard, ce n'est pas seulement une question de grand guignol politique, c'est un réel problème, à mon avis. Alors peut-être que dans des pays comme la Suisse, ou peut-être que dans un système politique très très mature, dans le futur, une majorité des citoyens peut vivre avec le fait de ne pas avoir de gouvernement identifiable et d'être le récipiendaire et parfois, je ne vais pas dire la victime, mais voilà, d'accueillir, de subir, de vivre avec des décisions qui sortent d'une machine diffuse, sans visage identifiable, sans parti politique identifiable, sans couleur politique identifiable, sans pouvoir identifiable, sans rien contre lequel ou pour lequel on puisse réellement voter. Moi, je pense que si on regarde la vie démocratique des pays européens,
l'état d'esprit, les usages démocratiques, le besoin de démocratie de la plupart des citoyens, nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore suffisamment sages, suffisamment matures pour vivre avec quelque chose aussi dématérialisé. Et je m'oppose un peu à ce que vous dites. Je crains que la montée des populismes en Europe, dans certains pays européens, soit évidemment en partie le résultat du dysfonctionnement de leur système national. Je pense que la Ve République en France est à bout comme système. Elle a été magnifique pendant 10 ans, tolérable pendant 30, et je crois que maintenant ce modèle est en réalité à bout et fini. Mais je crains que ce soit aussi la conséquence de ce transfert continu et croissant, et que j'appelle de mes voeux, de pouvoir vers un niveau européen qui s'appelle le niveau européen, vers cette intégration européenne qui avance à travers chaque crise, ce qui est une évolution que je souhaite, mais avec ce pouvoir qui est lancé, qui est transmis, qui est parfois par le résultat d'un débat public et voulu et conscient, parfois par des décisions ad hoc prises au travers d'une crise, vers une espèce de machine invisible, et donc insondable, et qui inspire la crainte, et parfois le rejet, et parfois l'animosité, et en tout cas un sentiment de dépossession démocratique. C'est ma crainte. Alors, est-ce que c'est apocalyptique ? Non, mais je crois que c'est une crise qu'il faut surmonter en l'identifiant et en apportant des réponses fortes. Et j'espère que ces réponses seront apportées pendant les années qui viennent dans la construction européenne. Merci. Roger Devecq, voilà, on est à quelques jours des élections européennes, un moment crucial. Bon, vous regardez ça peut-être avec une distance un peu helvétique. Est-ce que les médias des pays membres de l'Union européenne font leur travail? Où est-ce qu'on va et on est à un moment assez crucial, 2014, excusez-moi, de la vie politique européenne, renouvellement du Parlement, président de la Commission, etc., etc. Est-ce que les médias font ou ne font pas leur travail? Je ne suis naturellement pas en mesure de juger du travail accompli dans les pays de l'Union européenne, à plus forte raison du fait que je ne lis pas la plupart des langues. Mais j'ai l'impression que la montée en puissance du Parlement européen, et il a plus de compétences, c'est un Parlement jeune, et qui connaît l'histoire des parlements sait que la montée en puissance d'un Parlement, c'est l'affaire de décennies. J'ai l'impression que plus le Parlement européen aura de compétences et aura de pouvoir, et plus il intéressera en quelque sorte les citoyens. Et que le mouvement est en train de prendre. L'un des grands paradoxes de la crise que traverse l'Europe, c'est que jamais les Européens, depuis longtemps, ne se sont aussi fortement intéressés les uns aux autres. Les Allemands aux Grecs, les Grecs aux Allemands, les Portugais et partout. Il y a donc, de par la crise, de façon peut-être un peu néfaste, mais productive aussi, une véritable prise de conscience des interdépendances européennes, même si elles sont ressenties mal, souvent. Donc il y a là quelque chose qui contribuera très certainement aussi à nourrir la campagne électorale au Parlement européen. Et là où je suis les choses d'un peu plus près, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Autriche, Italie, j'ai l'impression qu'il y a là, en tout cas, un mouvement qui est en train de se développer, que les médias le relaient de façon forte. Deuxième paradoxe, par rapport au fait démocratique, c'est que c'est très précisément ceux qui reprochent à l'Union européenne son manque de démocratie qui empêchent la création de conditions qui permettraient à la démocratie de se développer en Europe. Je m'explique. Ce n'est qu'au sein d'un État fédéral européen, des États-Unis d'Europe, que pourrait véritablement se développer une démocratie au sens traditionnel du terme. Or, ceux qui critiquent le manque de démocratie en Europe, qui aimeraient en rester au fond d'eux-mêmes à l'intergouvernemental, et l'intergouvernemental par définition n'est pas très démocratique, sont exactement ceux qui s'opposent le plus fortement
aux États-Unis d'Europe. Et je pense qu'il y a là toute une tâche journalistique pour mettre un peu en relief ces contradictions. Qu'est-ce que c'est que le bon journalisme? C'est chercher l'information, la vérifier, la situer, la placer dans son contexte, ce qui permet ensuite de la pondérer, est-elle importante ou pas, puis de l'expliquer, éventuellement de la commenter, et puis, si on a fait des erreurs, de la corriger, de se rectifier. Ça, c'est le journalisme. Et je rejoins M. Clau, parce que cela coûte des moyens, des compétences, du temps. De faire du bon journalisme est devenu plus difficile, à un moment où nombre de médias traversent une crise, alors que d'autres saisissent les chances de l'ère numérique. Et puis, vient à s'ajouter à cela un autre phénomène. Nombre de sites Internet, par exemple, font sous couvert de journalisme quelque chose qui n'est pas du journalisme. Les médias fidèles aux fonctions traditionnelles du journalisme, celles que j'évoquais tout à l'heure, sont entourés de médias qui ne cherchent pas véritablement l'information, qui ne font que la relayer, qui ne la vérifient pas, qui ne la situent pas, qui ne l'expliquent pas et qui ne la rectifient pas. C'est ce que j'appelle en allemand du Speditionsjournalismus. Le journalisme transporte l'information, ne traite pas l'information. Donc, les conditions cadres pour un journalisme qui, avec toutes les faiblesses de notre métier, ça fait maintenant 38 ans que j'y suis, j'adore ce métier, mais je sais aussi très exactement toutes les faiblesses qu'il implique et qu'il comporte. Et qui veut la perfection doit écrire des livres plutôt que de faire des articles. Mais il y a des articles qui sont plus importants que des livres, certains. En dépit de ces difficultés, est-ce qu'on va voir apparaître un espace médiatique européen? C'était quand même voilà, une perspective qu'on avait il n'y a pas très longtemps. Maintenant, bon, on revient plutôt vers une sorte de fragmentation nationale de la couverture journalistique. Est-ce que c'est irrémédiable? Ou est-ce que, dans le prolongement de Euronews, est-ce qu'en ressuscitant des projets comme l'Européen, quelle histoire dramatique de Maxwell ou celui dirigé par Christine Ockrent, est-ce qu'on peut espérer voir émerger un espace médiatique européen, ou est-ce que la langue est un obstacle absolu? C'est vrai qu'au fond, et c'est le paradoxe, les médias les plus lus dans l'ensemble de l'Europe sont aussi les plus eurosceptiques. C'est des médias anglo-saxons, mais voilà, c'est eux qui ont la dimension la plus transnationale qui soit. Je n'ai pas l'impression qu'il y aura, à vue humaine, un espace médiatique européen. Prenez la Suisse, il n'y a pas d'espace médiatique suisse. Les régions, il n'y a pas de journal national suisse. Il y a une Neue Zürcher Zeitung qui a une certaine audience dans une partie infime de la Suisse romande. Il y a Le Temps qui a ses difficultés et qui les maîtrise avec beaucoup de courage, et il m'inspire un très grand respect, qui a une certaine audience, mais infime aussi en Suisse alémanique. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait, après les siècles d'existence de ce projet qu'on appelle la Suisse, un journal suisse, pan-helvétique. Et il n'y aura pas de sitôt de médias pan-européens. Euronews n'atteint qu'une toute petite partie du public et est tributaire des langues. Nous avons d'ailleurs des soucis maintenant avec Euronews, puisque nous continuons à financer des programmes, bien entendu, en ukrainien, mais l'Ukraine, d'évidence, n'est plus en mesure de financer ces programmes tels qu'elle le faisait auparavant. Et il s'agira de trouver des solutions, parce que cela plonge Euronews dans des déficits extrêmement importants et qui, sur la durée, pourraient devenir inquiétants. Mais je vous assure, nous allons continuer. Vous savez que la SSR est actionnaire d'Euronews et que nous avons décidé de continuer, bien entendu. Pas maintenant qu'on va laisser en quelque sorte l'opinion ukrainienne
face à ces difficultés elles-mêmes. Mais il faudra trouver des solutions, il faudra chercher des solutions, il faudra les chercher, comme toujours, à Bruxelles aussi. Je vais passer la parole à Monsieur Ril Robles, qui va animer la discussion avec vous, avec la salle. Toutes les questions sont les bienvenues. Bon, alors, c'est toujours la même chose. Chacun qui veut intervenir dit son nom, s'il vous plaît, et pose une question. Voilà, monsieur. Jean Zwalen, j'ai une simple question à poser, c'est la suivante. Il y a de nombreux think tanks qui produisent des informations absolument remarquables sur l'Europe, l'évolution. Vous en faites partie d'ailleurs de l'un, vous avez Schuman, vous en avez des tas. N'est-il pas possible à la presse de reprendre et de diffuser un peu plus les informations qui sortent de ces think tanks? C'est l'une des évolutions tout à fait notables et importantes et que je salue. Le journalisme a perdu son monopole de la transmission d'informations. Aujourd'hui, qui s'intéresse à des informations en profondeur, n'est plus tributaire des simples médias, peut aller au site internet de think tank, d'organisations, de NGO, et j'en passe. Et c'est une attitude tout à fait nouvelle auquel sont invités, auquel devraient adhérer nombre de journalistes, à savoir qu'il y a un journalisme d'écriture, un journalisme d'analyse, mais il y a aussi un journalisme de curation. Pour notre site internet Swissinfo, qui est destiné à l'étranger, dans 10 langues, nous faisons une offre sur la Suisse à l'étranger. Nous nous lançons dans ce journalisme de curation. Nous créons, pour l'affaire encore de quelques mois, ce que nous appelons des super dossiers, des grands dossiers qui approfondissent tel et tel aspect, aussi de la politique européenne par exemple, et qui seront en partie nourris d'emblée d'une réflexion trimédiale, avec des articles écrits, avec des vidéos, avec des audios, mais aussi avec des références actualisées en permanence, avec les think tanks, avec peut-être ce qu'écrit M. Clau et d'autres. C'est quelque chose à découvrir. Nous sommes dans cette révolution des médias en pleine expérimentation, et je pense que c'est l'une des expériences les plus valables que l'on puisse faire. Monsieur Klaus, vous voulez ajouter quelque chose? Seulement un mot pour dire oui, certes. Je travaille maintenant dans un think tank depuis presque 7 ans. J'ai travaillé avant pendant presque 20 ans comme journaliste. Ne sous-estimons pas cependant l'importance capitale d'un bon journaliste, même pour le travail d'un think tank. La matière première, et on l'oublie trop souvent, venait et vient encore, mais dans une mesure moindre et insuffisante, du travail que décrivait tout à l'heure Roger Devey, que fait un bon journaliste. Et pour ça, il faut le temps de le faire. Aller parler aux gens, passer du temps en off avec eux, aller aux conférences de presse, mais pas seulement les regarder par vidéo, rester ensuite à la marge, parler aux acteurs, recueillir des confidences, sachant qu'elles ne sont jamais absolues et tout à fait franches, lire, etc. Et beaucoup de gens disent oui, mais les blogs et les think tanks, etc., etc., le FMI, etc., produisent d'excellentes analyses, certes, mais on oublie dans quelle mesure les auteurs de ces analyses eux-mêmes lisent les journaux. Dans quelle mesure les blogs sont le fruit, les bons blogs, de gens qui lisent les journaux. Et si la matière première s'appauvrit, parce que les conditions de travail des journalistes se dégradent, parce que même les grands journaux réduisent leur voilure de correspondants internationaux, parce que le nombre de correspondants que les journaux maintiennent dans une certaine place diminue, alors que, paradoxalement, nous vivons dans un monde où l'information internationale devient de plus en plus importante, parce qu'il faut suivre ce qui se passe en Amérique du Sud, au Brésil, en Chine, etc., etc., il y a un vrai problème. C'est la matière première qui manque. Et je ne vois aucune institution, même pas les think tanks, qui peut remplacer la qualité de la matière première que livraient les meilleurs journalistes. Il y en a un qui est assis à côté de moi, plusieurs d'ailleurs à ma gauche, du temps de splendeur des grands quotidiens et des autres grands médias. Et ce n'est pas être apocalyptique de dire que pour l'instant, je ne vois rien qui puisse remplacer cette qualité de l'information. Ça naîtra peut-être, mais ça devra naître. Mais je ne vois pas encore où et comment. Merci. Encore quelqu'un qui veut parler? Alexandre Desrobert.
Donc, je suis juste étonné. Il y a un mot qui n'est pas sorti, alors que je pense qu'il peut être assez essentiel quand on parle des médias et de l'Europe, c'est la question de l'identité. C'est un peu simpliste et général comme terme, mais malgré tout, je pense que pour les populations des différents pays membres de l'Union européenne, est-ce qu'il n'y a pas cette question qui se pose quand ils vont devoir voter en mai? Est-ce que finalement j'ai une possible identité commune avec des pays très loin géographiquement, pas forcément très proches culturellement? Est-ce que les médias n'ont pas un rôle à jouer pour essayer de faire comprendre que justement une telle identité commune peut exister? Et est-ce que la complexité et l'ennui dont certains d'entre vous ont fait de l'éloge, la technocratie du système européen, n'est pas un obstacle à la construction d'une identité comme celle-là? Passez le microphone à l'autre personne qui est derrière et on va faire 2 questions à la fois, sinon on Oui. Emmanuel Benoît. Moi, oui, je m'inscris en faux contre M. Levesque, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'identité suisse dans les médias. Alors, c'est complètement faux, parce qu'il y a l'ATS, et l'ATS, ça aide beaucoup de médias suisses, de petits journaux, à reprendre à peu près les mêmes informations. Vous avez les mêmes informations dans les 3 langues principales, qui sont reprises plus ou moins telles quelles par les gens que vous n'aimez pas trop. Vous considérez que ce n'est pas vraiment des journalistes, mais quand même qui sont reprises telles quelles dans beaucoup de journaux. Et on devrait faire à peu près la même chose au niveau européen. On devrait mâcher le travail, puisque plus personne a les moyens d'avoir le réseau de correspondants qui est nécessaire au niveau européen. Est-ce que l'Union ne devrait pas mettre en place ce que la Confédération a fait avec cet ATS, avec cette agence de presse au niveau européen dont on aurait besoin? Je pense qu'on n'a pas besoin d'Euronews, qui est une télévision parmi 50, 100, mais on aurait besoin de quelque chose que tous les journaux pourraient reprendre, que ce serait des articles pas chers. C'est ça dont ils ont besoin, c'est ça qu'ils veulent. C'est peut-être pas ça dont nous avons besoin, mais c'est ça dont les journaux ont économiquement besoin, d'une agence de presse européenne qui rapporte et qui mâche le travail que les autres ne peuvent plus payer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci pour ces 2 questions. Je ne pense pas qu'il faille sous-estimer le travail qui est accompli par l'Agence télégraphique suisse. C'est un travail important. Mais ce n'est pas véritablement ce qui façonne un espace public suisse. La perception se fait par l'analyse, se fait par des reportages, se fait par ce qui, d'une manière ou d'une autre, ne transporte pas simplement de l'information brute, mais tout un système d'analyse de valeurs. Et c'est là qu'on assiste à la naissance d'espaces publics. Et il faut dire que dans notre pays, les groupes linguistiques, bien entendu, s'intéressent à un nombre d'éléments qui ont lieu ailleurs. Et c'est d'ailleurs l'une de nos tâches que de les intéresser à ce qui se passe dans les autres parties du pays, mais que l'horizon est souvent très fortement marqué d'abord par son propre espace culturel, et que c'est ça qui est le véritable système de référence. Loin de moi d'oublier les mérites de l'Agence télégraphique suisse, et je trouve votre idée tout à fait intéressante, même si certaines grandes agences d'information font un peu un travail similaire. Je pense à Reuters, Thomson, qui est une grande agence d'information européenne, je pense à d'autres aussi. Il y a là certainement une idée à développer. En ce qui concerne l'identité, ce qui me plaît dans notre pays, ce que j'aime en Suisse, c'est qu'elle n'est pas une nation. Elle est un projet. Et ce n'est pas par hasard que nous essayons de nous qualifier de nation par le biais du fait de la Willensnatio. Nous serions une nation par volonté. Une nation par volonté est une contradictio in adjecto. Nous sommes un projet.
Et ce qui fait la force, et parfois aussi la faiblesse de ce pays, c'est que de génération en génération, il faut remettre ce projet en chantier. Il faut développer de façon presque continue de nouveaux projets. Je pense que c'est ça qui est au cœur de l'identité suisse, et non pas le national et les mythes nationaux, qui sont d'ailleurs souvent des mythes assez jeunes, voire importés. Guillaume Tell, nous l'avions oublié, c'est Friedrich Schiller qui l'a réimporté en Suisse, et d'autres mythes. Et peut-être qu'au fur et à mesure, s'il y a un jour quelque chose qui est une véritable identité européenne, eh bien ce sera aussi dans l'esprit de projet, et non pas dans l'esprit qu'il y aurait un jour une nation européenne qui n'a pas la moindre chance d'advenir, heureusement d'ailleurs, parce que ce ne serait pas correspondant à cette idée européenne. Donc le projet, pour moi, porteur d'identité, qui s'attelle à un projet, discute de ce projet, souffre du manque de progrès de son projet, se réjouit quand il y a des grandes avancées, je pense que c'est un facteur identitaire tout à fait important. Alors, actuellement, ce projet rencontre 1000 difficultés. Parlons pas assez de l'Ukraine, peut-être ce soir, mais nous pourrons, si le temps le permet, y revenir. Mais quand les historiens, dans 50 ans, se pencheront sur ces quelques décennies, ou dans 100 ans, ils diront que c'est peut-être une époque où on a créé un grand marché européen, où les contrôles aux frontières ont été abolis, où on a créé une grande monnaie européenne, où la crise économique très profonde qu'a traversée l'Europe a permis quand même d'atténuer certains clientélismes en Europe du Sud, à moderniser sur la très très longue durée certaines structures sociétales qui étaient devenues anachroniques. C'est le moment, c'était une époque où il y avait eu 70 ans de paix en continu, ou presque en continu sur ce continent. Je pense que, vu sur la grande durée, l'histoire européenne est une histoire à succès, et que la crise qu'elle traverse actuellement est une crise plutôt de croissance qu'une véritable crise de déchéance. Et tout comme ici en Suisse, tout citoyen s'énerve très régulièrement à l'endroit de Berne, la Berne fédérale, cette Berne fédérale incapable, lente, lourde, qui n'est pas assez prospective, qui fait des tas d'erreurs, eh bien, tout citoyen européen s'indigne de façon tout à fait régulière contre Bruxelles, mais je ne mesurerai pas en quelque sorte le succès du projet européen à cette aune-là uniquement. Vous voulez ajouter quelque chose? Simplement pour dire que c'est très, très agréable de venir en Suisse se ressourcer à l'optimisme du long terme qui, je l'admets, me fait parfois peut-être défaut. Et puis j'adore le mot que je ne connaissais pas de Willensnation. C'est un très joli mot qu'il faut importer dans le débat européen. Et je dirais, débarrassons-nous, remplaçons le mot de nation par nation de volonté et débarrassons-nous du concept de l'identité, qui est quelque chose de terrible, comme le mot nation, quand on le pense comme quelque chose d'immuable. C'est ce que disent les nationalistes, n'est-ce pas? Il y a un fait national qui est immuable, alors qui est étouffé par l'histoire, qui doit se libérer, qu'il faut exploser tout ce qui s'y oppose, et puis une fois qu'il est là, il est fait pour durer toujours. Si vous regardez l'histoire, c'est simplement n'importe quoi. C'est une propagande tellement absurde et idiote qu'on ne peut que s'effarer, enfin s'étonner à l'idée que tellement de gens y adhèrent encore aujourd'hui. Et prenez les dits ou soi-disant États-nations. Pas beaucoup en Europe. Prenez-en un, par exemple, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il en est un. La Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, un État-nation. Mais il y a une nation écossaise, d'ailleurs, qui en ce moment a des velléités de scission, enfin pour une partie substantielle de sa population. Et puis il y a les Gallois qui se ressentent comme nation aussi, même si ça s'articule moins. Et les Anglais qui commencent à se ressentir comme nation. Donc vous voyez bien que dans un des États qu'on a coutume d'appeler un des plus anciens États-nations de l'Europe, en réalité nous avons un millefeuille national. Prenez l'Allemagne, l'État-nation plus récent, mais en 1866, les Bavarois et les Prussiens se faisaient allègrement la guerre, avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs des deux côtés, parce qu'ils ne s'aimaient pas beaucoup. Et puis 5 ans après, ils se retrouvent à la guerre des glaces, après une autre guerre contre le voisin qu'ils aimaient encore moins, encore que pour les Bavarois c'était moins sûr, à proclamer un second empire. Donc tout ça est malléable et construit,
Généralement, le fait national, d'ailleurs, est le résultat de faits politiques ou faits guerriers, ou dans le passé, faits dynastiques. C'est plutôt top-down que bottom-up. La Suisse, c'est plus bottom-up que top-down, si j'ai bien compris. Et en tout cas, le joli mot, le beau mot de Willensnation le reflète. Et c'est peut-être vers cela qu'il faut que l'Europe tende. C'est une idée optimiste. Je vous remercie de l'avoir apportée dans ce débat. Si je me permets, peut-être que, puisque nous en sommes à la nation, quand même un mot sur l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Il y a 3-4 ans, quand il y a eu cette grande vague de manifestations à Moscou, nous avons assisté en Russie à un changement de régime qui n'a pas été perçu puisque Poutine est resté au pouvoir. Medvedev a perdu tout impact et d'une certaine manière, la Russie qui s'ouvrait timidement à une intégration européenne, non pas une adhésion à l'Union européenne, c'est exclu pour un pays comme la Russie, mais une ouverture vers l'Europe occidentale, c'est retourner vers le nationalisme. Et cela s'est exprimé au sommet par une attente de Poutine à l'endroit des oligarches qu'ils restent au pays. Les oligarches aujourd'hui qui veulent faire des affaires en Russie doivent rester en Russie et doivent éduquer leurs enfants en Russie. Et cela s'est exprimé à la base dans un discours qui présente la Russie comme celle qui défend les valeurs et l'Europe comme celle de la décadence. Et la campagne homophobe en est l'expression. C'est quelque chose qui véritablement marque un retour vers le fait national en Russie et qui débouche sur ce que nous observons actuellement en Crimée et qui, quand on commence à nourrir en quelque sorte les attentes des nationalistes, pourrait déboucher sur d'autres excès nationalistes, même s'il y a bien entendu un rapport de force et des lignes rouges à ne pas franchir. Et face à un grand voisin qui, d'une certaine manière, ce n'est pas complètement surprenant après des décennies de soviétisme qui niait le fait national, que l'on replonge dans ce fait national, face à cela, il est évident que le mouvement d'intégration européenne reste plus important que jamais. Un ensemble aussi hétérogène que l'Union européenne ne sera jamais capable de conduire une véritable politique étrangère. Ce sont les anciens États-nations qui ont là beaucoup plus de facilité à définir leur intérêt national et à agir en fonction de ce qu'on considère comme étant l'intérêt national, alors que dans les ensembles hétérogènes, la définition même de l'intérêt national est beaucoup plus difficile. Et plus un État est fédéraliste, et plus il a de la difficulté à définir ce qui est l'intérêt national. Mais si nous voulons, face à une tendance qui nous occupera en Russie très certainement encore pour 10 ou 20 ans, avoir quelque chose à opposer, une politique qui n'est peut-être pas une politique extérieure, mais une politique de voisinage. Il y aura des sanctions, mais il devra y avoir aussi des perspectives à ouvrir, la carotte et le bâton, comme toujours en politique extérieure. Eh bien, je pense que cela est une invitation à tout simplement, à la sortie, non pas à la sortie, mais je veux dire à la presque sortie de la crise européenne, à retrouver là de nouveau une perspective qui sera tout à fait importante pour assurer dans les 10 ou 20 ans à venir les équilibres de notre continent. Nous ne savons pas encore exactement quelle forme cela prendra, mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui déjà, c'est qu'une désintégration, une fragmentation européenne serait, face à ce qui est en train de se reconstituer en Russie, tout simplement complètement destructeur. Il y a là, je pense, une responsabilité qui est celle des pays qui participent à la construction européenne, mais une responsabilité helvétique aussi. Je voudrais donner la parole pour répondre aussi à notre plus jeune participant, M. Paul Kolovald, parce que nous approchons les 7h30. Donc avant de vous donner la parole pour conclusion, je demande à Paul d'ajouter, s'il veut, quelque chose. Ça va être très bref. Je veux dire,
finalement, je suis dans une position un peu excentrée. J'espère que je n'ai pas été excentrique et que vous avez quand même apprécié tel ou tel de mes propos. Moi-même, j'ai pris grand plaisir parce que j'étais sur deux versants, l'ancien journaliste et l'ancien responsable de presse. Donc, j'ai été plusieurs fois dans la torture, évidemment. Et j'ai beaucoup apprécié, puisqu'on parle des deux versants, la lucidité de l'un, l'optimisme de l'autre. Et pour finir, puisqu'on parlait de responsabilité, je voudrais que pour ces élections européennes, les médias contribuent à la clarification de choses très simples, parce que nous sommes dans un entre-deux. Il faut sortir un peu de là. Si nous voulons être une Europe puissante, tout le monde le veut, une Europe puissante, il faut à un moment donné prendre conscience que ce n'est pas avec des institutions faibles qu'on y arrivera et qu'on tourne autour du pot depuis 60 ans sur le partage de la souveraineté. Voilà.